Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Je vous raconte. Aujourd'hui, je vous raconte le second épisode de notre podcast consacré au 14 juillet 1789 et à la prise de la Bastille. Paris, juillet 89. Depuis des jours, des mois, la capitale est en effervescence. Comment rester insensible aux événements en train de se jouer depuis mai et l'ouverture des États généraux ? Les lumineux échos portés par la ville en ébullition ont franchi les 57 barrières du mur des fermiers généraux. On sait ce qui se passe, ce qui se joue à Paris en ce moment. Et sur les bords de la Seine, comme l'écrit François Furet, sur les bords de la Seine, c'est le meeting permanent. L'excitation est à son comble et les esprits sont aussi échauffés par les problèmes, l'exaspération que produit le prix du pain, qui n'a jamais été aussi cher qu'en ce printemps 1789. À cela, il faut ajouter les sans-travail, dont le nombre est accru depuis l'arrivée à Paris de ceux et celles qui ont fui la misère des campagnes. Dans les villes, les prêteurs s'alarment aussi sur la valeur de leurs créances sur le trésor royal. Ne risquent-ils pas de tout perdre ? Qu'adviendrait-il pour eux si Necker était renvoyé ? Ils redoutent la banqueroute. Cependant, au-delà des contingences du quotidien, et quelles contingences, il faut avoir à l'esprit que l'agitation générale reste surtout politique. La prise de la Bastille n'est pas la conséquence d'une énième insurrection de la faim. Tout ce à quoi nous assistons n'est pas seulement dû à la rage des ventres creux et de ceux qui craignent pour leur argent. Masse populaire et bourgeoisie se rejoignent et fraternisent sur le terrain de la révolution en cours. Tous s'effraient d'une contre-offensive de la cour, de la noblesse, tous craignent le complot aristocratique et redoutent une Saint-Barthélemy des patriotes. Tous sont bien décidés à conserver les acquis miraculeux des derniers jours et espèrent encore davantage. Sur un point, ils pourraient cependant se sentir rassurés. Les soldats, les militaires penchent du côté de la Révolution, car ils ne supportent plus la dureté de leur commandement. Les militaires seraient gagnés par l'éveil de l'esprit public. François Furet écrit qu'ils sont de cœur avec Paris. L'atmosphère survoltée du palais royal a donc gagné aussi les régiments. Cependant, il manque encore un déclencheur. Ce qui met le feu aux poudres, c'est le 11 juillet 1789 qui voit le renvoi de Necker. Le roi l'exile, ainsi que ses ministres libéraux. Cette nouvelle donne un double signal, celui de la banqueroute et de la contre-révolution à venir. Banqueroute et contre-révolution, nous tenons là les deux grandes peurs du moment. Conséquence, la réaction des masses va être immédiate. Dès que les trois ordres se sont retrouvés à Versailles, nous avons vu qu'ils sont aussitôt entrés en conflit à propos du vote par tête. Pendant plus d'un mois, en mai 89, ce fameux mois de mai 1789, à cause de cela, la situation était bloquée. Et puis, le tiers a pris l'initiative. Dès ce moment-là, et depuis ce moment-là, nous sommes dans le temps du soupçon et de la défiance. Avec le vote par tête, le clergé et la noblesse ont vu leur pouvoir sur l'Assemblée sombrer. Donc, la seule solution pour eux est d'en provoquer la dissolution, avec la complicité de la cour, plus précisément de la reine et des princes. Pour bien sentir ce moment, rapprochons-nous de M. de Montmorin, souvent cité par l'historien Georges Lefebvre. M. de Montmorin, ministre des Affaires étrangères, écrit déjà le 15 mai 1789 « L'inquiétude est générale sur les résultats de l'Assemblée. On remarque avec étonnement qu'il arrive chaque jour des troupes autour de Paris ou dans les environs.
on observe avec méchanceté que la majeure partie des troupes sont étrangères. Le 21 mai, il écrit « Bien des gens craignent la dissolution des États généraux. » Le 3 juin, « Le bruit public d'aujourd'hui est que les États généraux n'auront pas lieu. » Le 13, « Le clergé, la noblesse et le Parlement se sont réunis pour opérer de concert la perte de M. Necker. » Après le 17 juin, il écrit qu'on pensait que les nobles monteront à cheval. Avec la séance du 23 juin, nous avons pu voir aussi que le roi était disposé à soutenir son bon clergé et sa noblesse. Puis vint finalement la reculade de Louis XVI et la fusion des trois ordres, mais on continue de penser que la noblesse est insincère. Le 2 juillet, Montmorin écrit qu'à Paris, on parle d'un coup d'autorité dirigé par le maréchal de Broglie. Le bruit court que les ponts de Sèvres et de Saint-Cloud sont gardés. On parle déjà d'émigration. Artois serait déjà en partance pour l'Espagne et il pourrait en revenir avec une armée. Georges Lefebvre nous dit en substance que le tiers a pu par moments se monter la tête et que le camp adverse était dépourvu d'un réel contre-programme. Du moins telle était la situation quand la cour renvoya bêtement Necker le 11 juillet. Mais elle était résolue à agir, et c'est l'insurrection populaire qui a bel et bien sauvé la jeune assemblée. La noblesse n'est pas ce fruit pourri qui serait tombé naturellement. Ce n'est qu'après le 14 juillet qu'on expliquera avec un grand luxe de détails ce qu'avait projeté la cour. La presse se charge d'en informer le public dès le mois d'août 89. Paris devait bel et bien être attaqué, bombardé, pillé. Ce n'est pas une invention des journalistes. Les journaux ne faisaient que résumer les bruits qui avaient couru les 13 et 14 juillet. Le 14 juillet 1789 est dans les conséquences de la convocation des États généraux. En juillet, on a peur du roi, de son indécision, de ses revirements. On a peur des troupes étrangères stationnées autour de Paris. Et donc, on cherche des armes pour se défendre. Le 12 juillet, l'émeute parisienne, à laquelle se joignent les soldats des gardes françaises, est déjà maître de la ville. Le 13 juillet, la vague populaire brise les octrois et pille les boutiques d'armuriers. On veut des armes pour se défendre, on ne reculera pas. Un nouveau pouvoir émerge, celui du comité permanent, qui met en place une milice de volontaires pour organiser et contrôler l'insurrection. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, tout Paris illuminé par instruction du comité, entend circuler les premières patrouilles du nouvel ordre social. La garde nationale est née. C'est ce qu'écrit François Furet. Très tôt le matin du 14 juillet 1789, les émeutiers prennent l'hôtel des Invalides et s'emparent de 32 000 fusils. Ils pensent alors à la Bastille pour la même raison. Quelle admirable intuition collective, nous dit encore l'historien. Parmi les assaillants, on trouve des boutiquiers et des artisans du faubourg Saint-Antoine. Parmi eux, il y a déjà, le fameux Hulin, qu'on retrouvera 3 mois plus tard en octobre, quand il sera question de ramener le roi de Versailles à Paris. Mais la Bastille n'est pas seulement l'endroit susceptible de fournir des armes. La Bastille, c'est bel et bien pour le peuple en armes le symbole de l'autorité royale. Le monstre de pierre, la prison légendaire, symbolise l'ennemi à abattre. La Bastille est cet énorme édifice avec ses 8 grosses tours et son fossé qui barre l'entrée du faubourg Saint-Antoine. Pour les émeutiers parisiens, la fin de ce monstrueux anachronisme urbain, politique et humain doit marquer comme naturellement l'avènement de la liberté. Dixit François Furet. La Bastille tombe au milieu de l'après-midi du légendaire 14 juillet 1789, après une fusillade sanglante et le tir des canons pris aux Invalides. Parmi les assiégeants, on compte une centaine de morts. Dans la brochure qui s'intitule « La Bastille dévoilée » ou recueil de pièces authentiques pour servir à son histoire,
il est écrit à propos des assiégeants. Jamais on n'a vu plus d'actions de bravoure dans une multitude tumultueuse. Ce ne sont pas seulement les gardes françaises, les militaires, mais les bourgeois de toutes les classes, des simples ouvriers et toute espèce qui, mal armés et même sans armes, affrontaient le feu des remparts. Puis, il faut le dire, les vainqueurs inaugurent alors ce que l'on appelle le spectacle du sang, ainsi désigné par François Furet, spectacle du sang qui va être inséparable de tous les grands épisodes révolutionnaires. Les assiégeants forcent le gouverneur Delaunay à capituler. Delaunay, le gouverneur de la Bastille, et le prévôt des marchands Flessel sont traînés place de Grève et massacrés. Puis leurs têtes sont portées au bout des piques et promenées dans Paris jusqu'au palais royal. Cependant, la prise de la Bastille ne marque pas la fin de l'insurrection. Le 15 juillet, Louis XVI se rend à l'Assemblée pour lui annoncer le renvoi des troupes. L'Assemblée insiste pour le rappel de Necker, et de leur côté, les princes demandent au roi de partir à Metz pour revenir à la tête d'une armée. Cependant, De Broglie et Provence s'opposent au départ. Quoi qu'il en soit, Louis XVI reste à Versailles, il restera à Paris, au moins jusqu'à l'épisode de Varennes. Le 16 juillet, le roi rappelle Necker. Le 17, Louis XVI retrouve Bailly à l'hôtel de ville. Louis XVI accepte de lui la cocarde rouge et bleue. Louis XVI confirme Bailly comme maire et Louis XVI confirme Lafayette comme commandant de la milice. Artois et les princes partent à l'étranger. Ils donnent le branle à l'immigration, comme l'écrit l'historien Albert Mathiès. À l'hôtel de ville, Louis XVI a donc consacré les nouvelles autorités nées de l'insurrection. Partout en France, les bourgeoisies s'emparent des villes et canalisent le torrent des émotions urbaines. Les villes de province généralisent l'exemple parisien de la garde nationale. C'est la marque d'une revanche sur la centralisation monarchique. On s'autonomise. Pour le moment, la bourgeoisie urbaine ne s'émeut pas des débordements populaires. Elle fait avec. Elle en profite. Le 22 juillet, les violences se poursuivent. Foulon de Douai et Berthier sont pendus à la lanterne de l'hôtel de ville. Ils sont accusés d'avoir fait couper les blés en verre dans le but d'affamer les pauvres gens. Babeuf, qui a quitté sa Picardie pour rejoindre Paris, assiste à la scène le cœur serré. Dans une lettre à sa femme, il explique que les violences actuelles sont le fruit de celles subies autrefois par le peuple. À propos des représentants du vieux monde en train de disparaître, il écrit « Ils récoltent et récolteront ce qu'ils ont semé ». La subversion de l'ordre traditionnel laisse aussi apparaître une autre révolution sur laquelle nous reviendrons probablement dans un futur podcast. Une autre révolution née des profondeurs sociales du royaume, celle anarchique de l'immense monde paysan, comme l'écrit François Furet. Pour une fois qui ne se reproduira plus, la campagne, au lieu de simplement suivre le mouvement, s'est soulevée dans le même sens que Paris. Le 14 juillet et la prise de la Bastille constituent bien un acte fondateur. Comme le souligne François Furet, cette vieille forteresse médiévale vers laquelle on s'est dirigé pour y prendre des armes, cette vieille forteresse est bien le symbole de l'arbitraire monarchique, du despotisme que l'on met à bas. Le 14 juillet est aussi le moment où le peuple se sauve lui-même par l'usage de la violence légitime, mais il symbolise aussi, nous l'avons vu, le temps de la vengeance.
Nous avons en cela cité Babeuf, qui a écrit également « Je comprends que le peuple se fasse justice, et j'approuve cette justice lorsqu'elle est satisfaite par l'anéantissement des coupables. Mais pourrait-elle aujourd'hui n'être pas cruelle ?» Le 14 juillet et la prise de la Bastille nous montrent aussi que le peuple a défendu et probablement sauvé l'existence même de la jeune assemblée. Les Parisiens et les Parisiennes ont montré qu'ils étaient prêts à faire le sacrifice de leur vie pour la défense de la liberté, qui depuis le printemps 89 était devenue plus qu'un simple mot. Le peuple s'octroie la légitimité pour juger et châtier ceux qui se sont moqués, qui se moquent de la misère. On prête à Foulon, je vous le rappelle, qui a été pendu à la lanterne de l'hôtel de ville, on prête à Foulon ces mots: « Si le peuple n'a pas de pain, qu'il broute de l'herbe. » Face à l'émergence de cette nouvelle souveraineté, disons-le populaire et nationale, le roi Louis XVI cède. Il a entre autres rappelé Necker. Sitôt après la prise de la Bastille, les nobles attachés à l'Ancien Régime, les nobles désertent le territoire français. Le comte d'Artois, le prince de Condé, le duc de Polignac, ils partent tous avec leur famille et leur suite. Le roi, abandonné par ceux-là même qu'il faisait vivre, se retrouve seul avec sa famille, endeuillé par la perte récente de son fils aîné au mois de juin. Il se retrouve dans une configuration politique inédite, ce qui par moments aurait pu avoir l'air d'une comédie va se transformer en tragédie. Louis XVI va devoir à la fois accompagner et subir les changements à venir. La période qu'il a contribué à ouvrir ne lui laissera aucun répit. Je vous raconte s'achève. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt ou à plus tard pour un nouvel épisode consacré à la Révolution française.